Merci à tous encore une fois pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de me retrouver parmi vous pour dialoguer, échanger, réfléchir. C'est nécessaire dans la situation actuelle plus que jamais. Alors, le thème de la conférence tourne autour de la désoccidentalisation et le rapport avec la Palestine, et je me permettrai justement de faire quelques digressions qui, au point de départ, n'ont pas un rapport direct avec la Palestine pour, en conclusion de cette intervention liminaire, revenir à la question de la Palestine, parce qu'à mon avis, cette question de la Palestine, outre ses spécificités, bien évidemment, mais elle fait partie d'un processus plus général sur la question de l'impérialisme, de la barbarie, et on la voit quotidiennement sous nos yeux, mais je ne déflore pas le sujet, j'y reviendrai ultérieurement. Premièrement, il y a un fait tout à fait structurant dans les relations internationales, c'est le fait que désormais, le monde occidental, que je vais tenter de définir ensuite, n'est plus en situation d'imposer son ordre au reste du monde. C'est d'une importance absolument capitale, et on peut même dire que c'est la première fois depuis 5 siècles. Parce que depuis 5 siècles, le monde occidental, au sens où je le définirais, imposait cet ordre au reste du monde dans les conditions parfois les plus atroces. Et le deuxième point de la réflexion que nous avons eue quand on a lancé l'idée de ce bouquin, c'est le fait qu'il y a une sorte d'inflation des termes utilisés dans les médias mainstream, comme on dit désormais. Alors on nous parle de désoccidentalisation, très bien, c'est le point de départ. On nous parle du Sud global, expression que pour ma part je n'utilise jamais, j'essaierai de vous expliquer pourquoi. On nous parle d'Occident collectif, alors là c'est la version poutinienne, et puis alors ça fait très chic, on peut aussi parler en anglais, the West versus the rest. Toutes ces expressions ont un fondement, je ne nie pas leur pertinence ou leur intérêt, mais le point commun qu'elles ont toutes ces expressions, c'est que de mon point de vue, elles restent beaucoup trop descriptives. Alors au-delà des termes, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi sont-elles trop descriptives? Eh bien pour au moins 3 éléments qui vont constituer un petit peu l'architecture de mon exposé. La première raison, c'est que quand on parle de désoccidentalisation ou de Sud global ou que sais-je encore, cela fournit une sorte d'instantanéité pour décrire des processus en cours, en négligeant totalement le fait que ces processus s'inscrivent en réalité dans la longue durée. Et ce sera le premier point. Je pense qu'il faut remonter dans l'histoire pour comprendre que ce processus de désoccidentalisation, il ne vient pas comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais qu'il a ses propres dynamiques. La deuxième raison, c'est parce que les expressions mentionnées précédemment possèdent toute une connotation géographique qui reste non seulement partielle, mais aussi totalement insatisfaisante, tant les contradictions entre les États du Sud eux-mêmes sont insuffisamment prises en compte. Et c'est sur ce dossier, comme sur beaucoup d'autres, l'expression, à mon avis, d'un raisonnement totalement binaire, où le monde est en noir et blanc, il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre, ça ne correspond pas à la complexité de la réalité. Enfin, et surtout peut-être, c'est le troisième point, eh bien, quand de doctes esprits nous parlent de désoccidentalisation, jamais, au grand jamais, je peux vous dire que j'essaye de suivre les productions, les bouquins, les articles, mais jamais on nous parle du contenu social, que moi je continue à appeler un contenu de classe dans ces mouvements de désoccidentalisation. Donc, au total, ces expressions, je ne dis pas qu'elles sont inutiles, encore une fois, c'est même le titre du bouquin, mais elles restent dans l'ensemble trop impressionnistes. Donc je vais aborder ces 3 points avant de conclure sur la question de la Palestine et la rattacher à ce processus de désoccidentalisation, en tout cas de mon point de vue. Alors premier point, c'est la nécessité de replacer ces concepts, ces idées, qui suscitent débat d'ailleurs, dans la longue histoire. Il faut mettre en perspective. Pour nous, pensons que les concepts d'occidentalisation, désoccidentalisation ne peuvent être disjoints des rapports de domination économique et donc, en l'occurrence, pour parler clair, ne peuvent être disjoints de l'histoire du mode de production dominant, c'est-à-dire le capitalisme. C'est en ce sens que le terme de désoccidentalisation n'est pas un concept avant tout géographique. Bien sûr,
On peut toujours essayer de regarder une carte du monde, mais je suis souvent marqué par le fait que si vous regardez des cartes du monde produites en Chine, par exemple, ou produites en Amérique latine, ce ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on a dans nos manuels scolaires. C'est très intéressant, et je pense que quand on s'intéresse aux questions internationales, il faut toujours décentrer son regard, essayer toujours de penser ou d'essayer de penser comme nos interlocuteurs, nos partenaires, parfois nos adversaires, pensent le monde. Ça me paraît un exercice salutaire. Donc, pour nous, ce processus d'occidentalisation du monde, à un moment donné, il est indissociable de l'instauration, de la mise en œuvre et de l'imposition du mode de production capitaliste. C'est donc en ce sens que je pense ce terme de désoccidentalisation, plus que géographique, c'est un concept avant tout politique et donc géopolitique. L'extension du capitalisme au cours des siècles et des âges a généré des formes de pillage économique terribles. Alors l'esclavage tout d'abord, puis le colonialisme dans ses différentes déclinaisons, et puis pour terminer la phase impérialiste qui a été décrite en son temps par un certain nombre de dirigeants politiques et révolutionnaires, en l'occurrence, vous vous rappelez peut-être du fameux livre de Lénine, L'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Bon, pourquoi je fais ce petit rappel? C'est pas par le culte des anciens, mais parce que de notre point de vue, la révolution de 1917, vous voyez, je remonte un peu dans le temps, vous me le pardonnerez, c'est une première date repère. Pourquoi? La question et le propos n'est pas ici de disserter sur la nature de la dite révolution. Ce n'est pas le problème de donner notre appréciation positive ou négative sur celle-ci et sur ses conséquences, mais d'acter le fait, et c'est ça qui est essentiel, qu'elle constitue la première rupture véritable avec le mode de production capitaliste et donc avec l'ordre mondial dominant et dominé par les puissances occidentales à l'époque. Ce facteur structurant des relations internationales va se poursuivre jusqu'à la dislocation de l'Union soviétique en 1991, très exactement. En 1917, pourquoi c'est une date repère? Pour ce qui nous intéresse, nous, ici. Ce que nous avons constaté, évidemment, c'est que dans les années qui suivent la prise de pouvoir par les bolcheviks, eh bien, il y a la préoccupation chez ceux-ci de créer tout d'abord l'internationale communiste. Donc, ils se situent tout de suite dans une logique internationaliste. Et donc, ils veulent prendre à bras-le-corps ce qui, de leur point de vue, contraint, domine le monde, à l'époque, le monde capitaliste. Et puis surtout, alors ça c'était dès 1919, donc deux ans après la prise de pouvoir, et surtout, alors là ça nous intéresse peut-être encore plus, c'est qu'en 1920, donc 3 ans après la prise du pouvoir, est organisé à Bakou le Congrès des peuples d'Orient. C'est le terme. Congrès des peuples d'Orient. Donc on voit bien Orient-Occident, bon, inutile de vous faire un dessin, qui indique là aussi une claire volonté de rupture et d'émancipation, mais pas seulement vis-à-vis de l'Occident, mais pour ce qu'il représente en incarnant la domination capitaliste sur le monde. Et alors je me suis amusé à chercher ce qui s'était raconté dans ce congrès des peuples d'Orient. On a toute une série de documents, et pour votre gouverne, il y avait à peu près 2000 délégués, donc c'est quand même un gros congrès qui viennent de nombreuses régions du monde. Et alors est noté dans la liste des délégués, on retrouve ça dans les minutes, la présence de 3 délégués arabes sur 2000, seulement 3, sans que d'ailleurs il n'y ait trace d'intervention de leur part. Alors se sont-ils tus ou pas, je n'en sais rien, en tout cas nous n'avons pas trace d'hypothétiques interventions. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas l'origine nationale de ces Arabes. Il y a 3 Arabes délégués, mais on n'en sait pas beaucoup plus. En tout cas, peu importe, et là encore, le problème n'est pas de tirer le bilan de l'activité et des décisions de ce congrès des peuples d'Orient, mais ce qu'il est important de signaler, c'est que cette volonté émancipatrice, elle va se solder par une série d'échecs à travers le monde. Je n'en ferai pas la liste, parce que les conditions ne sont probablement pas mûres. Et il va falloir attendre quelques décennies, et je me permets de sauter allègrement à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour que ressurgissent des mouvements d'émancipation, notamment dans les colonies, qui apparaissent d'ailleurs concomitamment à la division du monde en 2 blocs. C'est-à-dire que nous allons assister, dans l'immédiate après-Seconde Guerre mondiale,
à une nouvelle série de luttes d'émancipation révolutionnaire qui prennent là encore un clair contenu anti-occidental au sens où je le définis précisément, à la fois bien sûr par leur localisation, parce qu'il y a une série de luttes d'émancipation qui prennent corps dès 45, 46, 47 en Asie, c'est l'époque de l'Indochine notamment, ce qui nous concerne, nous Français en premier lieu, puis ça s'étend au continent africain, etc. La fameuse conférence de Bandung. Cette conférence de Bandung, donc en Indonésie, qui évidemment regroupe un certain nombre de personnalités dont le nom est resté dans l'histoire, comme Gamal Abdel Nasser, comme Nehru pour l'Inde, Zhou Enlai pour le chinois, Sukarno qui est l'hôte de cette conférence. Et c'est à l'époque 29 pays, 29 qui se réunissent pour discuter de leur place dans le système international. À l'époque, petit ainsi, ces 29 pays représentent à peu près déjà la moitié de la population mondiale. Donc ce n'est pas une petite conférence au passage, mais en gros, j'arrondis les chiffres, ces 29 pays ne représentent à l'époque qu'à peu près 10% des richesses produites à l'international, ce qui prouve la situation de dépendance que ces États subissaient avant d'acquérir au prix de multiples combats, leur indépendance. Mais je crois que sur cette conférence de Bandung a été écrit beaucoup de choses et beaucoup d'erreurs, en tout cas de mon modeste point de vue. Car il ne faut pas faire dire à cette conférence qu'elle ne dit pas. Ce n'est pas une déclaration de guerre à l'impérialisme, aucunement. Certes, elle a une importance considérable parce qu'elle consacre l'émergence de ce qu'un démographe français, Alfred Sauvy, va appeler le tiers-monde, c'est-à-dire la volonté manifeste de mettre fin au système colonial, ça c'est tout à fait essentiel, mais sans constituer à aucun moment la volonté de créer un modèle alternatif au mode de production capitaliste. Quand je dis ça, comprenez-le bien, je ne suis pas là pour distribuer les bons et les mauvais points, ce n'est pas du tout mon propos. Je constate qu'à cette époque du développement d'émancipation des peuples, au prix de luttes douloureuses bien souvent, il n'y a pas encore la possibilité de prétendre à créer un modèle alternatif au mode de production capitaliste. En réalité, cette conférence de Bandung, elle va surtout consacrer la volonté de bourgeoisie nationale de s'insérer plus avant dans le système monde, dans le cadre d'États indépendants, et le fait qu'ils deviennent indépendants est évidemment un marqueur du temps à l'époque, d'où les compromis probablement passés et probablement aussi nécessaires entre ceux qui, à l'intérieur même de cette conférence de Bandung, sont plutôt proches en réalité du bloc occidental, qui sont finalement proches des États-Unis, qui font leur, ce qu'on appelait à l'époque, rappelez-vous, la politique de containment, c'est-à-dire cette volonté de contenir, d'endiguer le monde soviétique qui, à l'époque, est en train de s'étendre avec la création d'un certain nombre d'États dits socialistes. Et puis, d'un autre côté, justement, des États membres de la conférence de Bandung qui se situent dans le camp de ce qu'on appelle, là aussi, j'y mets des guillemets, le socialisme réel. Donc, tiers-monde, c'est d'une importance considérable. C'est une étape dans ce processus, ces processus de désoccidentalisation du monde, mais là aussi, le terme de tiers-monde reste assez descriptif et fait, là aussi, l'impasse sur les contradictions de classe qui traversent pourtant ces mouvements de décolonisation, ce qui, pour moi, est pourtant essentiel. Et si je me permets de rappeler ces éléments historiques, vous allez me dire, mais il nous parle de choses qui n'ont pas un rapport direct avec l'actualité, détrompez-vous, parce que ces questions, la nature même de ces mouvements de désoccidentalisation, qu'on n'appelait pas ainsi à l'époque, eh bien, ces questions, on doit se les poser aujourd'hui, parce que les États du Sud, peut-être aussi, ont leurs limites. Au-delà de cette conférence de Bandung, à laquelle on ne peut pas prêter les objectifs qu'elle ne s'est pas elle-même donnés, je crois qu'il ne faut pas réécrire l'histoire, il faut rester objectif, en tout cas le maximum qu'on le puisse. Je crois que, indépendamment de cette volonté des bourgeoisies nationales ayant acquis l'indépendance de se ménager la meilleure place possible dans le système, il n'empêche que les processus sociaux ont la vie dure et que, dans nombre d'endroits, il y a des ruptures effectives, claires et nettes. Je pense bien sûr à la Chine, je pense bien sûr au Vietnam, je pense bien sûr à Cuba. C'est-à-dire que, dans cette période, il y a des moments de rupture réels qui vont s'effectuer avec le mode de production dominant. Il n'y a donc rien d'écrit à l'avance, évidemment. Et là, première incise sur la Palestine, c'est que c'est exactement dans cette période
que la résistance palestinienne va se cristalliser, avec notamment la création du Fatah en 1959, et puis 5 ans plus tard, en 1964, la création de l'OLP. Alors, nous sommes aujourd'hui, bien sûr, certes, dans une toute autre période, mais à l'époque, donc, le mouvement national palestinien se cristallise, s'organise, se dote d'une direction et s'inscrit à l'époque de plein pied dans les processus révolutionnaires qui se multipliaient à l'époque et à l'international. Donc nous sommes dans une situation où on voit que les rapports de force commencent à se modifier avec des avancées, parfois des ruptures, et que cette situation, en fait, elle va perdurer jusqu'en 90-91. Pourquoi 90-91 ? Bien évidemment, c'est la dislocation de l'Union soviétique, bien sûr, mais ce qui m'intéresse surtout dans le cadre de notre réflexion commune, c'est que dans la période qui va suivre la dislocation de l'Union soviétique, va se manifester un moment de l'histoire, un moment unipolaire. Et c'est extraordinaire, je crois qu'on n'y reviendra jamais. Enfin, il ne faut jamais dire jamais en politique, mais je pense que c'est 10 années entre 90-91 et le début des années 2000, qui sont exceptionnels. C'est ce que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, avait qualifié du moment de l'hyperpuissance américaine. C'est-à-dire que les Américains, tout à leur joie incommensurable d'avoir liquidé l'Union soviétique, il faut dire que les dirigeants soviétiques s'y étaient aussi employés pour leur part, mais ça c'est une incise, cette période ne va durer qu'une dizaine d'années et les États-Unis sont pris par une sorte de radicalité de leur hubris, avec l'auto-persuasion que décidément seul le monde libéral, qu'ils appellent comme ça, c'est-à-dire le monde capitaliste, allait définitivement remporter la victoire sur la totalité de la planète. Vous vous rappelez probablement que c'est à cette époque que Fukuyama notamment avait écrit un bouquin, La fin de l'histoire. Totale erreur de perspective, mais on voit l'aveuglement politique, idéologique des élites états-uniennes à l'époque. Mais si ce n'était que de l'auto-aveuglement, ma foi, ce ne serait pas le plus grave. C'est à ce moment aussi que des guerres terrifiantes, terribles, je pense bien sûr à l'Afghanistan, je pense bien sûr à l'Irak, vont être déclarées de façon unilatérale par les États-Unis et ceux qui suivent allègrement les États-Unis, avec bien sûr des points de résistance. Donc voilà, premièrement, pour le panorama très rapidement évoqué de ce long processus qui s'étend et qui n'est évidemment pas terminé. Deuxième point, c'est donc, et là on se rapproche de la période actuelle et nous sommes encore dans ce nouveau moment, c'est l'affirmation de nombre d'États du Sud. Alors, bien sûr, c'est l'émergence des BRICS. Le processus de désoccidentalisation du monde ne peut se réduire à l'existence des BRICS, bien évidemment. Mais les BRICS sont un symbole de cette affirmation voulue, désirée, de façon consciente, par nombre d'États qui veulent acquérir leur autonomie et qui ne sont plus disposés à passer sous les fourches codines des décisions occidentales. Alors les BRICS, vous le savez, c'est 2009-2011. Pourquoi de date ? Tout simplement parce que dans un premier temps, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine qui se regroupent dans les BRICS, et puis rejoint 2 ans plus tard, en 2011, par l'Afrique du Sud, dont on a longuement parlé ce matin ou à plusieurs reprises. Et puis l'année dernière, donc c'est tout récent, au cours de l'été dernier, eh bien on va assister à l'arrivée de nouveaux membres, et maintenant on parle des BRICS+, avec l'arrivée des États arabes unis, de l'Arabie saoudite, de l'Iran, de l'Égypte, de l'Éthiopie, plus l'Argentine, qui avait donné son accord au mois de juillet ou août dernier, mais qui finalement n'a pas rejoint officiellement le 1er janvier 2024, donc il y a quelques mois, ce club des BRICS+, suite à l'arrivée de Javier Milei à la tête de l'Argentine et qui a dit « je ne veux pas entendre parler de cela ». Évidemment, où on sait très bien où se trouvent les maîtres idéologiques de Milei, en tout cas pas du côté des États du Sud, ça c'est une certitude. Alors pourquoi ces BRICS symboliquement, et plus que symboliquement, sont d'une importance considérable ? Écoutez, je vais pas vous gaver de chiffres, je vais vous en donner 2-3 parce que c'est autant de points de repère. Aujourd'hui, les BRICS, ça représente 46% de la population mondiale. Il faut toujours faire des comparaisons quand on parle de chiffres de cet ordre-là.
les États du G7, les fameux États du G7, ne représentent pour leur part que moins de 10% de la population mondiale. Et deux mots aussi et deux chiffres sur le produit intérieur brut. Les BRICS plus représentent maintenant, j'arrondis, 36% du produit intérieur brut mondial, en parité de pouvoir d'achat, alors que le G7, désormais, c'est moins de 30% du PIB mondial. Ça, c'était en 2022, et les chiffres, les projections économiques donnent que cette différence va s'accroître dans les années à venir au profit des BRICS et au détriment des États du G7. Nous avons donc là un processus, de mon point de vue, tout à fait essentiel, qui est en train véritablement de transformer la physionomie du monde. Il ne faut pas céder à une prétendue unité qui souderait les États des BRICS. Je l'ai dit au départ, j'entends de plus en plus fréquemment dans les médias le terme de Sud global. C'est un terme que je récuse totalement parce que cela sous-tend l'idée qu'il y aurait une sorte d'unité de l'ensemble des pays du Sud, ce qui est une vue de l'esprit. Ce n'est pas comme ça. Peut-être cela viendra un jour, je n'en sais fichtre rien et je pense que c'est en réalité peu probable, mais de grâce, évitons d'utiliser ce terme. Et puis alors là, je peux donner 2-3 exemples, parce que si je prends les États composant les BRICS+, prenons simplement la Chine et l'Inde, tous les deux membres. Si j'ai bien compris, ils n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts, ils n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs, et ils sont plutôt dans une situation de rivalité plutôt que de véritable coopération. Pour autant, l'un et l'autre font partie des BRICS+, parce que c'est aussi leur intérêt conjoncturel. Prenons le cas de l'Iran et de l'Arabie Saoudite, tous deux membres des BRICS+, depuis un an. Là aussi, il m'apparaît assez évident qu'au-delà de l'accord de réconciliation qui a été contresigné au printemps 2023, il y a un peu plus d'un an, on ne peut quand même pas s'imaginer, mais là je suis devant un public particulièrement averti, qu'il y ait une saine entente entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Évidemment oui, mais je ne veux pas sous-estimer le fait qu'il y a eu un accord de réconciliation. Donc c'est un mouvement contradictoire, et puis vous le savez parfaitement, cet accord de réconciliation a été signé sous l'égide de la Chine. Alors qu'en réalité, ce n'est pas la Chine qui a été très active pour parvenir à cet accord, c'est plutôt un pays comme l'Irak, dont on n'a jamais parlé, mais la Chine a su, au dernier moment, récolter la mise, si je puis dire. Donc, ce qui est, à mon avis, majeur dans la situation actuelle, et c'est très important, c'est que les partenariats, désormais, et vont l'être pendant une sûrement longue période, vont être totalement à géométrie variable. C'est-à-dire que des États vont être capables de développer des partenariats. Un État va être capable de créer des partenariats avec toute une série d'autres qui sont pourtant opposés sur bien des éléments. Alors évidemment, c'est à la fois ce qui rend la lecture de la situation internationale très compliquée, parce que cette situation est très volatile, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il est vraiment tout à fait essentiel de considérer que désormais, il n'y a plus de blocs, au sens où on l'entendait notamment durant la guerre froide, qui sont des blocs solides. Néanmoins, il ne faut jamais être mécanique dans ces réflexions. Il ne vous a pas échappé que depuis 2 ans, un peu plus maintenant, notamment en raison de la guerre en Ukraine, et 2, bien sûr, en raison de la guerre menée contre la Palestine à Gaza, il y a tentative de reconstitution dissoute, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de bloc occidental qui veut se réaffirmer et qui a des incidences. Il est tout à fait édifiant de constater, par exemple, qu'à l'ONU, il y a une majorité d'États qui ont condamné l'agression russe contre l'Ukraine, mais qu'il y a une minorité d'États, et tous sont occidentaux, qui appliquent des sanctions contre la Russie. Mais c'est ça aussi la complexité du monde et sa volatilité. Mais le fait que les puissances occidentales, je généralise, il faudrait évidemment rentrer dans les détails, je considère que ce bloc occidental, notamment, pas seulement, mais notamment incarné par l'OTAN, est totalement à rebours de l'histoire et exprime en réalité la crispation désespérée du vieux monde. Ils essaient de reconstituer la domination du bloc occidental. Je pense que leurs espoirs, et je le souhaite,
ça ne vous aura pas échappé, je pense que ces tentatives seront vaines. Mais évidemment, ce vieux monde et ces puissances occidentales n'ont pas tout à fait dit leur dernier mot. Mais ce qui m'importe, et c'est ce que je disais au tout début, c'est que désormais, les puissances occidentales ne sont plus en mesure de s'imposer ni militairement, ni politiquement, ni culturellement. Les États du Sud ne sont plus le petit doigt sur la couture du pantalon devant les puissances occidentales, et c'est un phénomène évidemment majeur. Bien sûr, pour illustrer cette volatilité des relations internationales, pour illustrer ces partenariats à diverses dimensions, on peut prendre quelques exemples. L'Inde, qui a théorisé le multi-alignement, c'est eux-mêmes qui le théorisent. Donc, je pense que ça se passe de commentaires. On pourrait prendre le cas de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, dont nous savons que c'est plutôt un allié fidèle des États-Unis, c'est le moins qu'on puisse dire depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais rappelez-vous que M. Biden s'est rendu en Arabie Saoudite, alors qu'il avait dit, juré ses grands dieux, que jamais il ne se rendrait, je cite, dans cet État paria, puisque c'était après l'affaire de Khashoggi, il avait dit jamais je n'irai dans ce pays. Il y a été au mois de juillet 2022, quelques semaines après l'entrée de la Russie en Ukraine. Et pourquoi a-t-il été voir les Saoudiens? Eh bien pour leur demander d'augmenter la production pétrolière. Et là c'est intéressant, c'est que les Saoudiens, pourtant fidèles alliés, n'ont pas accepté d'augmenter leur production pétrolière. Et M. Biden est reparti piteusement dans son avion vers Washington. C'est intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, nous étions donc au mois de juillet 2022, donc quelques semaines plus tard, eh bien, l'Arabie Saoudite, en accord avec Moscou et la Russie, a décidé de réduire sa production pétrolière. Donc c'est un camouflet exceptionnel et extraordinaire. Un autre exemple. La Turquie. La Turquie fait partie de l'OTAN, toujours, et elle n'en sortira pas. Mais la Turquie est souvent considérée comme le trublion de l'OTAN en prenant une série d'initiatives qui ne sont pas du goût de Washington. Mais c'est ainsi. Donc vous voyez, quand je parle de politique, de partenariat différencié, alors certains parlent de diplomatie transactionnelle, bon, on peut utiliser ce terme, il ne me plaît pas beaucoup, mais enfin peu importe les termes, ce qui est important c'est de comprendre la situation actuelle telle qu'elle se présente. Nous sommes donc, je crois, dans un moment de multipolarité de confrontation au niveau mondial, sans qu'à ce jour, je souligne, on ne sera plus dans la même situation peut-être dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, je n'en sais fichtre rien, mais aujourd'hui, cette multipolarité de confrontation signifie en d'autres termes qu'aucun pôle n'arrive à s'imposer sur les autres. Aucun. Et c'est pourquoi j'utilise souvent le terme, pour décrire la situation internationale, le fait que nous sommes dans un monde apolaire, en réalité. Ça ne durera pas. Nous sommes dans un moment de transition dont personne ne sait véritablement comment il va se dénouer. C'est le troisième point donc qui, à mon avis, sous-estime totalement la question sociale, ce que je continue pour ma part à appeler la lutte des classes. Pour moi, ce n'est pas un gros mot, c'est un instrument d'analyse des processus sociaux qui est important. Cette question sociale, cette question des luttes qui existent est probablement un des points vogues des réflexions et des débats à l'international sur ces problématiques. Alors bien sûr, je n'ai pas ici le loisir non plus de revenir en détail sur les mouvements sociaux qui se sont développés à travers le monde au cours des 15 dernières années. Seulement 3-4 remarques. On prend la typologie de ces mouvements de contestation sociale, eh bien ils sont la plupart du temps la conséquence de la crise, une des conséquences de la crise financière de 2008 et des fameuses mesures d'ajustement structurel exigées par les structures économiques et financières internationales, dirigées en l'occurrence par les puissances occidentales. Deuxième idée, deuxième caractéristique, en fonction de cette première remarque, ces mouvements portent objectivement une dynamique de désoccidentalisation au sens où je l'ai défini, c'est-à-dire une dynamique d'émancipation par rapport aux logiques du mode de production capitaliste et aux diktats énoncés par les grandes organisations, structures économiques et financières. Troisième caractéristique,
et ça c'est très important, c'est que là où il y a des mouvements sociaux, dans la plupart des cas, il y a une exigence de la refondation démocratique. C'est donc en fait la remise en cause de l'asservissement des pouvoirs locaux, la plupart du temps autoritaires ou dictatoriaux, aux organismes internationaux. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de réaffirmer là aussi l'indépendance nationale et donc la refondation démocratique nécessaire. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que partout où il y a eu des mouvements sociaux au cours des 15 dernières années, on peut par exemple penser au mouvement de contestation dans les mondes arabes en 2011-2012, partout, dans chacun des pays, les manifestants, des dizaines, des milliers, des centaines de milliers de manifestants descendaient dans la rue avec le drapeau national. Est-ce que c'est l'expression d'un repli nationaliste? Non, mais c'est l'expression d'une volonté d'indépendance par rapport à la mondialisation capitaliste. Le petit bémol, en tout cas de mon point de vue, c'est le quatrième point, c'est que dans l'ensemble de ces mouvements sociaux que j'ai un peu étudiés en détail, il y a une faiblesse objective, c'est ce que j'appelle moi la dimension internationaliste. Elle n'apparaît malheureusement que très peu. C'est ainsi, encore une fois je ne suis pas là pour distribuer bons ou mauvais points, ce n'est pas du tout le problème, mais c'est une question qui interroge et voir comment on peut aller de l'avant en intégrant cette dimension internationaliste. La question donc qui se pose, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui, oui ou non, une dynamique progressiste de la désoccidentalisation? La réponse, elle n'est pas écrite. Elle n'est pas écrite. Ce qui est écrit, par contre, c'est les obstacles qui existent à cette vision progressiste de la désoccidentalisation. Et il me semble qu'un des grands défis, un des grands obstacles potentiels, un des grands dangers même, c'est que ces mouvements d'émancipation, ces mouvements de protestation des États du Sud, butent sur ce qu'on appelle le campisme. Vous savez ce que c'est le campisme? C'est une expression qui a été utilisée à l'époque de la guerre froide, où il y avait donc deux blocs qui structurellement, je l'ai évoqué tout à l'heure, et quand on était dans un camp, on était contre l'autre de façon très mécanique. Mais nous ne sommes plus dans ce moment-là. Pour autant, de nouvelles formes de campisme peuvent se réinjecter dans la situation internationale. Et je me permettrai de faire une citation, une seule citation, c'est de notre ami, probablement beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est Gilbert Achcar, qui écrivait, alors je cite et j'ouvre les guillemets, je vais aller doucement, mais c'est lumineux. Il dit « Nous sommes en train de passer dans une logique de, ouvrez les guillemets, l'ennemi de mon ami, l'URSS à l'époque, est mon ennemi, à une logique aujourd'hui de l'ennemi de mon ennemi, les États-Unis, est mon ami. » C'est un renversement complet. Je m'explique, je prends un seul exemple. Je suis personnellement contre les sanctions, l'embargo à l'encontre de la République islamique d'Iran. Parce que j'en comprends bien les raisons. Est-ce que pour autant je vais soutenir le régime iranien? Non. Et c'est là la difficulté de ces mouvements sociaux aujourd'hui, de parvenir à trouver une voie indépendante qui s'oriente dans ce que je continue à appeler, dans ma terminologie personnelle, mais je pense que je ne suis pas le seul ici, une voie progressiste. Attention, par rapport à ce danger que je viens de ramasser en citant Gilbert Achcar, il y a un pendant à cette position. C'est celle qu'on a appelée dans le bouquin le campisme inversé. Qu'est-ce que c'est? Ce campisme inversé, c'est quelque chose que voudraient nous dicter les puissances occidentales. C'est-à-dire, vous voyez, cette fameuse ritournelle qui consiste à nous dire qu'il y a un prétendu clivage entre les, j'ouvre les guillemets, démocratie, je ferme les guillemets, et les, j'ouvre les guillemets, et les régimes autoritaires. C'est-à-dire, traduit en termes politiques habituels, entre les pays libéraux et les pays illibéraux, qui nous enjoignent donc à choisir notre camp en fonction d'une grille d'analyse qui est, de mon point de vue, totalement simpliste, moralisante, instrumentalisante et artificielle. Ça, ce n'est pas acceptable. Et quand j'entends, par exemple, aux États-Unis, ça a été l'idée de Biden à l'époque où il avait encore quelques lucidités, il nous parlait de la nécessité de constituer la Ligue des démocraties. C'est quoi cette affaire? Et quand vous regardez la liste des États qui feraient partie de la Ligue des démocraties, on trouve Israël, entre parenthèses, et quelques autres qui, à mon avis, ne sont pas des modèles, des parangons de vertu. Bon, voilà. Donc, vous voyez, nous sommes dans un moment tout à fait passionnant où d'immenses possibilités existent, pour autant rien n'est jamais écrit à l'avance. L'utilité d'une telle mise en perspective, c'est qu'elle est, je crois, très importante pour comprendre aujourd'hui
dans quel cadre se situe l'organisation du combat en faveur du respect du droit international et donc du droit des Palestiniens. Eh bien, je voudrais dire quand même quelques mots sur la Palestine. En effet, j'ai constaté, vous avez constaté, nous avons tous constaté, notamment au cours des derniers mois, et à juste titre d'ailleurs, qu'il est fait référence au soutien des États du Sud à la Palestine. C'est un fait, et c'est un fait structurant, d'une importance tout à fait capitale pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. Et puis, il suffit d'examiner, je l'ai évoqué très rapidement, les réactions des États du Sud dans toute leur diversité et leurs différences par rapport aux réactions des Occidentaux quant aux guerres qui se mènent en Ukraine et contre la Palestine. Donc, clairement, nettement, et je crois que là, il n'y a pas débat, dans les États du Sud, il y a au moins un point commun, c'est la conscience aiguë et leur récusation du double standard, du deux poids deux mesures. Ça, ils ne l'acceptent plus, et à juste titre. Mais heureusement, dans les pays occidentaux, nous sommes aussi nombreux à récuser ces logiques de double standard. L'importance de la saisine de l'Afrique du Sud a été maintes fois soulignée par l'espèce, mais évidemment, c'est parfaitement illustratif de cette montée en puissance politique et donc géopolitique d'un certain nombre d'États du Sud, en l'occurrence l'Afrique du Sud. Il y a aussi des initiatives du côté du Brésil. Bon, là encore, je ne vais pas faire la liste, mais c'est évidemment un fait d'une importance tout à fait considérable. Deuxième élément, on répète souvent, à juste titre, et c'est d'une importance là aussi considérable, donc il n'est pas dans mon esprit de relativiser ce fait, c'est que désormais, enfin depuis déjà quelques années, il y a une majorité d'États membres de l'ONU qui sont favorables à la reconnaissance de la Palestine au sein de l'ONU. C'est un fait là aussi, et un point d'appui tout à fait considérable. Mais en tant que tel, évidemment, c'est insuffisant. Et là se pose, d'un point de vue militant tout simplement, la question de cette nécessaire dialectique entre le combat pour le respect du droit international, et la CPI, la CIJ sont partis à cette dimension, et la question, bien sûr, des rapports de force politique. N'espère pas froisser les juristes parmi nous, c'est que le droit international, comme au demeurant le droit national, si on voulait s'y pencher, son application, c'est toujours une question de rapport de force politique. Et toujours. Et ça, c'est pas tout à fait nouveau. Et là, par contre, on n'est pas tout à fait dans la situation où nous pouvons imposer un certain nombre de décisions. On peut les voter, et c'est important, ce sont autant de points d'appui, mais la volonté des États du Sud, et je regénéralise, si ils ont souvent été sans ambiguïté dans leur condamnation d'Israël, en réalité, peu d'initiatives concrètes ont, à contrario, été prises. En d'autres termes, la question qui se pose à nous, c'est de savoir comment lier le mouvement des multiples ONG qui s'incarnent de mille manières, notamment par les manifestations à travers quasiment le monde entier, avec celui du mouvement syndical. Ça me paraît d'une importance considérable. C'est-à-dire que les manifestations, elles sont nécessaires, elles sont utiles incontestablement, mais comment peut-on passer des manifestations à des mouvements de blocage effectifs? Par exemple, sur la livraison des armes, qui alimente l'appareil de guerre israélien au quotidien, vous le savez mieux que moi. Et ça, c'est une question qui n'est pas résolue et à laquelle nous devons réfléchir ensemble. Bien sûr, c'est plus facile à dire, tranquillement installé à son bureau, qu'à réaliser concrètement dans les faits, mais je pense que ça doit être une des préoccupations majeures et que je relie bien sûr à tout ce que j'ai expliqué précédemment. C'est que le mouvement de désoccidentalisation, l'importance et l'affirmation des États du Sud ne va pas sans la dimension de classe qui, entre autres, est incarnée par le mouvement syndical à l'international, même si nous le savons fort bien, dans certains pays du Sud, il n'y a pas de syndicats parce que ce sont des régimes autoritaires et dictatoriaux. Donc oui, la situation de la Palestine, elle est tragique. Je pense qu'on a tous été émus par les interventions hier soir. Aussi tragique soit-elle, elle n'est pas non plus exceptionnelle, malheureusement, si je puis dire. C'est l'expression de ce que l'impérialisme est capable de faire. Ça, soyez-en persuadés, ils n'hésiteront devant rien quand ils se verront acculés et sur la défensive. C'est la barbarie la plus absolue. Ce qu'ils font actuellement à Gaza par l'intermédiaire du valet de l'impérialisme Israël, eh bien, ça peut se faire ailleurs. La situation en Afghanistan, la situation en Irak,
La situation en Syrie, même si chacune de ces situations a ses singularités, ses causes, ses dynamiques et ses développements, doit nous persuader que si la Palestine possède cette centralité que beaucoup avaient voulu passer aux trappes de l'histoire, non, la question de la Palestine, nous en sommes tous convaincus, elle a toujours été marquée par cette centralité, mais cette centralité, nul ne peut la contester depuis ce funeste 7 octobre, évidemment. Il y a avant tout, je crois, une posture morale à défendre les Palestiniens devant l'indicible, même si je sais fort bien que la morale et les relations internationales ne font pas souvent bon ménage, mais c'est aussi la nécessité de replacer la question palestinienne comme partie intégrante de ce que je continue à appeler le combat émancipateur des peuples qui s'impose. Mais cela, les dirigeants, qu'ils soient du Nord ou du Sud, n'en veulent pas. Je parle des États, des appareils étatiques, comprennent fort bien les dynamiques potentielles que peuvent intégrer ces mouvements sociaux. Pour conclure, je crois qu'il est totalement juste d'insister sur la solidarité avérée des États du Sud, mais il est tout aussi nécessaire dans le même mouvement de ne pas s'enivrer de paroles, de ne pas mythifier les réactions, même si celles-ci peuvent être ponctuellement positives, mais il faut aller plus loin. Il ne faut pas prendre pour argent comptant les déclarations de telle ou telle structure étatique, gouvernement ou autre. Donc la question palestinienne, et ce sont mes derniers mots, avec ses spécificités, bien sûr, tragiques au demeurant actuellement, s'inscrit de plein pied dans ce que j'appelle le mouvement de désoccidentalisation du monde, s'inscrit de plein pied dans les contradictions de ce mouvement de désoccidentalisation. Je crois qu'au total, c'est porteur de véritables espoirs, mais ne doit pas nous dispenser, nous, collectivement, de saisir les contradictions de l'ensemble de ces processus à ce stade. Et j'arrêterai là.